Mon nom est Patricia Germain, je suis infirmière en pédiatrie, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières en sciences infirmières, chercheur à l'unité, c'est pas vrai pantoute, on recommence, chercheur au Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille. Après, on dit CEDEF, c'est plus simple parce que là, je sais que vous devez vous dire, je m'excuse. Qu'est-ce qu'une infirmière vient faire parmi nous après-midi? Ben, je vais vous raconter une histoire, puis je pense que vous allez voir le lien. Puis en plus, vous allez voir le cadeau que Marie-Pierre, si tu me permets, nous a fait de parler d'éthique juste avant. Alors, je suis une infirmière de pédiatrie qui a eu la chance de commencer lorsque l'hôpital Sainte-Justine a accueilli les enfants de l'adoption internationale à développer cette clinique. Donc, j'étais là au début. Ça fait quelques années à peine, on ne dira pas, ça fait combien de temps. Et lorsqu'on recevait ces enfants-là, ben, j'avais la chance d'être là pour accompagner les parents. En étant infirmière, je ne suis pas menaçante. Je ne suis pas celle qui prescrit, je ne suis pas celle qui va à la DPJ. Je suis juste là et j'accompagne, j'écoute, j'entends, j'outille du mieux que je peux. Mais ça m'a permis de voir et constater des choses assez flagrantes. Au cours des années, ben, je me suis dit qu'il me manquait des données. Et ce qui a fait que je suis allée chercher de l'information, de la connaissance, c'est que je suis partie travailler dans les orphelinats. Je cumulais tout mon temps de vacances. Puis là, quand j'avais mes vacances, on part. On s'en allait à Haïti, en Chine, Thaïlande, Vietnam, où mon cœur est resté. Et c'est là que j'ai pu apprendre, à comprendre comment fonctionnait l'orphelinat, comment fonctionnaient les centres d'accueil pour les jeunes de la rue, parce qu'il n'y a pas toujours des services de protection de la jeunesse dans ces endroits-là. C'est ce qui m'a permis de comprendre plein de choses sur les impacts, les traumas, sur aussi ce qui pouvait venir affecter la santé. Et puis tout le long, ce qui me fascinait, c'était de voir à quel point il y avait une dichotomie. C'était tout le temps les gens du social, puis les gens de la santé. Puis les gens du social parlaient d'affaires sociales, les gens de la santé parlaient de santé. Puis je me dis, mais c'est le même enfant. Comment ça se fait qu'on ne se parle pas? Comment ça se fait qu'on ne se raconte pas des choses? Alors, c'est comme ça que j'avais le rêve de pouvoir documenter ça, mais aussi parce qu'à Sainte-Justine, ce que je voyais apparaître, c'est qu'à un moment donné, la vie était tellement difficile pour ces enfants-là et ces parents-là que ça a éclaté. Bang! Rupture. Et là, surprise pour moi, quand la DPJ arrivait, je ne pouvais plus être en lien avec personne. Non, 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 on est parti avec l'enfant, il était placé, vous n'avez plus rapport, madame. Mais j'ai dit à la madame qui l'a accueilli que non, oust. C'est bien fatigant cette histoire. Et ça m'a habité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme j'avais bien des questions et pas de réponses, j'ai décidé de devenir chercheur. Bon, ça, c'était une affaire. Mais un jour, je me suis dit, tiens, comment ils vont? Comment ça va, la santé pour ces gens-là? Comment ça se passe? Et j'ai eu le privilège d'avoir un mandat où on m'a demandé de dresser l'état de santé des personnes adoptées qui avaient été adoptées entre 1990 et 2016. Yeah! Super! Mais encore faut-il se dire, c'est quoi la santé? Hein? Santé, Patricia, est-ce que tu es juste dans le physique et on peut te parler de nos bobos tantôt? Oui, ça va me faire plaisir de vous écouter. Mais la santé, ben, je suis partie avec la définition de l'OMS. La santé, c'est physique, certes, mais c'est aussi social. Et c'est un peu ce que l'OMS nous dit. C'est un état complet de bien-être physique, mental, social. Puis c'est pas juste l'absence de maladie ou handicap. C'est beaucoup plus large que ça. Et puis, vous allez voir à quel point ce qui m'interpelle plus, moi, c'est comment ça arrive dans la vraie vie, le quotidien, parce que c'est ça aussi mon travail. Quand il faut réalimenter un enfant, ben, c'est beau dire, c'est théorique, voici, il faut réalimenter l'enfant. Oui, mais là, il faut prendre les aliments, puis il faut s'assurer que ça rentre, là, puis là, il vomit, je fais quoi avec ça? Donc, ce souci-là du quotidien a toujours été présent. Donc, dans le cadre de ce grand projet-là, il y a eu un petit projet ici, où je me suis dit, on va se permettre d'aller voir qu'est-ce qui a pu occasionner les ruptures. Qu'est-ce qui est arrivé à ces familles-là? Je me dis, hey, c'est pas mal social ton affaire, je sais. On va essayer de flirter avec tout ça pour essayer de comprendre en demandant juste aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai, hein, des fois, on fait des choses puis il ne se passe rien. Alors, un des objectifs, mais de ce volet-là bien précisément, c'était d'aller décrire justement les perceptions que les parents adoptifs avaient. Et j'ai voulu aller du côté des jeunes adultes adoptés. Aujourd'hui, je vais vous parler juste des parents adoptifs. Pourquoi?
parce que je me suis rendu compte qu'ils ont deux définitions complètement différentes et c'est fort intéressant. On pourra en reparler si on a du temps. Je voulais aller voir comment ça se passait, comment ils ont perçu ça, mais aussi qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé un jour où ils en ont eu assez, plein de pompons, puis ils ont dit « je ne suis plus capable ». Alors, juste vous ramener dans le contexte de l'adoption internationale, on n'a pas les services nécessairement. On a adopté, l'enfant est là, et bien voilà, on a une famille, fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Donc oui, on a fait des entretiens. Et puis là, qu'est-ce qui apparaît? Oui, parfait. Et pour développer nos canevas d'entretien, ben moi, je suis fatiguée. Je vais être sûre que je pose les bonnes questions. Alors, je fais tout le temps des focus group avant, partir des autres études, essayer d'aller voir c'est quoi les mots, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mots, qu'est-ce qui vous parle quand je vous pose qu'est-ce que vous comprenez. On a développé un canevas à partir de ça auprès de parents et on est allé voir des organismes communautaires en adoption évidemment, mais avec des gens qui avaient aussi des difficultés au niveau de l'attachement. On a aussi utilisé le gynogramme, qui est un outil très pratique en santé familiale pour nous, très utile pour dessiner sur une grande feuille avec les parents, puis être capable de conceptualiser un petit peu plus qui se trouve autour d'eux. Et vous allez voir que l'autre outil, l'EcoMap, m'a aidé beaucoup à voir comment chaque personne, chaque membre de la famille entretenait des liens avec l'environnement. Je m'excuse, vous finir par baisser le débit un jour, c'est peut-être calme dans une heure, peut-être, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas la seule qui s'est intéressée à ça. Il y a des grands chercheurs en adoption chouette qui se sont intéressés à ça et les mots, ils ne s'entendent pas sur les mots. Donc, il y a la fameuse disruption. Puis dans ce contexte-là, quand on parle de disruption, on parle plutôt que le processus d'adoption est interrompu après le placement de l'enfant, mais avant la finalisation légale. Ah ouais, c'est bien. Ce n'est pas le contexte d'adoption internationale. OK, d'accord. Dissolution. Dissolution, c'était l'adoption prend fin après avoir été légalement finalisée. Oups, on s'enligne plus que ça. Parce que dans certains cas, selon certains pays, on va établir le lien entre le parent et l'enfant à l'étranger avant qu'il puisse arriver. Dans d'autres cas, on va permettre aux parents de voyager avec un enfant, si je peux m'exprimer comme image, un enfant quasi immigrant, et on va finaliser l'adoption ici. Dans tous les cas, il va se terminer des choses ici, mais vous comprenez l'idée, c'est qu'il s'est passé quand même, on a quand même confirmé des choses à des gens. Et ça, c'est un élément important à tenir en compte. Puis si on pense un peu à ce que tu nous as dit, il y a un engagement là, de ces gens-là qui disent, voilà, c'est vrai, nous sommes en famille et c'est parti. Donc, la plupart des auteurs nous parlent d'une définition qui est, je dirais, juridique. Et j'ai voulu prendre un angle différent, dire, on va y aller sur la rupture de fait, concrètement. Mise à distance claire. Soit qu'on a fait un déménagement temporaire chez un membre de la famille élargie, une FAP, maison. On s'est organisé, nous autres, même, on a placé chez quelqu'un notre enfant en se disant, regarde, peut-être ma belle-mère, ma belle-sœur, quelqu'un va y arriver. Donc, j'appelle ça la FAP maison. Soit qu'on va payer un appartement. On a ces situations-là, on va payer l'appartement, on va superviser à distance, on va s'assurer que ça va, mais il n'est plus cet enfant-là dans la maison, même s'il n'est pas majeur. Alors, on a vu ça à 15, 16, 17 ans, des parents qui ont payé la situation en disant, bon, regarde, on va faire ça comme ça. Donc, dans tous les cas, il y avait une mise à distance dans le quotidien. Et c'est ce qu'on a utilisé comme définition pour essayer de rejoindre, c'est ce qui était plus propice dans ce qu'on voyait au niveau de l'adoption internationale. Évidemment, c'est complexe recruter, c'est complexe par rapport à l'adoption internationale. Pourquoi? Parce que je ne vous cacherai pas qu'il y a un enjeu hautement politique. Hautement politique, pourquoi? Parce que les pays qui s'engagent à offrir à des parents, à leur dire, voilà, on vous confie ce qui est le plus précieux, c'est nos enfants. On ne veut pas entendre que ça ne va pas bien. Donc, c'est toujours le délicat de l'affaire où on garde ça tabou, on n'en parle pas. C'est peu connu, mais lorsqu'on réussit à parler un petit peu plus de ça, bang, on en apprend beaucoup. Donc, on a recruté, oui, je vais aller plus vite, le temps, je suis rendue où? C'est correct? Oui, non, peut-être. Alors, bon, on a réussi à recruter grâce à nos organismes, grâce à nos personnes. Et vous savez quoi? On a réussi à recruter parce qu'il y a des gens qui d'abord voulaient nous conter comment ça avait été difficile au niveau de la santé. Et plus ils nous racontaient comment c'était difficile au niveau de la santé, ils nous disaient, mais tu sais, j'aimerais ça te raconter quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que parfois on arrivait à recruter les gens qui nous raconteraient. Alors, nous avons eu, et là, c'est ici que je déploie tout le délicat de la chose, 12 mères et 5 pères qui ont eu
je dirais, l'ouverture d'esprit de nous raconter leur histoire parce que ce sont des histoires très délicates. Et vous comprenez qu'à cause de ce délicat-là, je n'ai pas mis les régions, mais je peux vous dire que je suis dans toutes les régions du Québec et je pense, sauf Montréal. Hein? Ce matin, j'ai fait je peux faire des liens avec vous, c'est bien intéressant. Les adoptions étaient essentiellement réalisées entre 1990 et 2014. OK. Mais je vous ramène un petit peu sur des lois internationales. Est-ce que vous connaissez tous la Convention de l'Air? Il y en a que oui, il y en a que moins familiers. Alors, nous, au niveau des profils d'enfants et au niveau de la santé des enfants qui sont proposés, ça a changé vraiment drastiquement à partir du début des années 2000. Pourquoi? Bonne nouvelle, on plaçait ces enfants-là dans leur pays d'origine. C'est une très bonne nouvelle pour eux. Mais les enfants qui étaient proposés en adoption étaient des enfants qui avaient plus de problèmes de santé. Des problèmes de santé où on se disait que probablement que ce autre pays pourrait payer et avoir des soins. Si vous ne pensez pas avoir ce qu'il faut pour payer une chirurgie cardiaque à un enfant dans un pays, dites peut-être que dans l'autre pays, il va être capable de l'offrir. Donc, la notion de besoins spéciaux est apparue de plus en plus large et de plus en plus large. Donc, c'est un point à retenir qu'à partir de 2000-2004, on a vu un bascule dans ce profil-là qui a changé, évidemment. On a eu plus de couples qui se sont présentés, donc plus de 80% des couples. Ils étaient en couple au moment de l'adoption, ils se sont mariés pour adopter, ils ont vécu la rupture ensemble et ils sont encore ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose que je tiens à souligner. Et 20% qui étaient des parents célibataires. Évidemment, on s'assurait qu'il y avait un certain délai, minimalement 1 an, pour être sûr qu'on n'était pas en train de raviver quelque chose ou quoi que ce soit. Et on a mis autour tant des participants que des professionnels qui faisaient les entretiens, évidemment un dispositif de soutien parce que c'était des entretiens qui étaient non seulement très, très longs, mais qui étaient aussi très, très, je dirais, hautement émotifs et très chargés. Donc, il fallait faire attention à tout ça. On avait pris soin aussi que s'il y avait quelque chose qu'on dépistait ou on voyait qu'il y avait un problème, on ne laissait pas les gens là sans faire des liens avec le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on retient comme... Coucou? Coucou? Yes. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on retient comme les principaux thèmes? Donc, 5 grands thèmes. Et moi, j'aime ça mettre ça simple pour qu'on puisse retenir. Pas de mots, apparentement, quotidien, santé, école. On va avec ça? On commence avec le premier. Pas de mots. Pas de mots. Pas de mots. Très souvent, les gens ne se reconnaissaient pas avec le mot rupture. Je n'ai pas vu des vécus de rupture. Non, je suis encore son parent, on ne vit juste plus ensemble. C'est tout. C'est comme ma belle-mère. C'est ça, des fois, ils me disaient ça. Ma belle-mère, c'est dans ma famille, mais je ne vis pas avec. Alors, c'est des exemples comme ça que les gens utilisaient. Il y a une mise à distance, mais c'est encore... Et quand je leur disais, comment on pourrait appeler ça? Dites-moi, comment vous nommeriez cette expérience-là? Ma chère, première chose que tu dois faire, là, arrête de mettre le mot singulier. Ce sont des ruptures, puisque c'est une rupture qui se passe d'abord souvent avec le couple. Vous allez me dire, oui, mais ils étaient encore ensemble. Oui, mais ils ont travaillé fort pour rester ensemble. Au niveau du couple, au niveau de la famille élargie, beaucoup de liens brisés avec la famille élargie. Au niveau du travail, pourquoi le travail? Parce qu'ils s'absentent souvent pour des rendez-vous, pour des suivis, pour plein d'affaires, pour l'école qui appelle pour dire que ça ne va pas bien le chercher. Donc, au niveau du travail, au niveau de cet enfant-là, au niveau du reste de la maisonnée, il y a d'autres enfants souvent dans la maison et ça, c'est très, très difficile. Une rupture au niveau du rêve de parentalité imaginé, au niveau d'une rupture avec soi-même, parce que c'est comme une promesse brisée, une promesse, un élan qui est comme cassé et c'est quelque chose qui est très lourd à porter pour eux. Donc, la façon dont on va le dire, c'est rupture avec un S, mais s'il vous plaît, pouvez-vous parler de parents à distance? J'assume ma parentalité à distance. Donc, parents à distance, puis ils refusent les mots échec ou tout ce qui est de l'ordre qui pouvait faire écho à quelque chose de négatif. Oh non, c'est vrai! Je me dépêche. Donc, je vais aller plus vite. Donc,
Apparentement. L'apparentement, bien, quand on va faire justement cette délicate opération où on propose le dossier d'un enfant à des parents, bien, il faut faire attention à ce qu'on va faire, dans quel ordre on va le faire. Vous savez, la minute qu'ils voient la photo, ça fait des années qu'ils attendent, c'est leur enfant. Donc, dans la façon dont c'est proposé, parfois, on pousse, veut pas, les parents à accepter des choses pour lesquelles ils n'étaient pas prêts, pour lesquelles ils n'ont pas été évalués, ou qu'on disait dans l'évaluation, on ne va pas là. Et parfois, ce n'est pas fait de façon méchante. C'est pas dire, vous savez, cet enfant-là, il se sent mal de refuser. Mais le pauvre enfant, mais vous pourriez en prendre deux. Ah, votre famille serait faite. Deux pour un. C'est une bonne idée. Ah ben oui, gardons ça. Quelle bonne idée. Mais on oublie de dire, oh, ces parents-là, ils ne pourront pas avoir... vous pouvez avoir un enfant, il va être très hypothéqué physiquement. Mais pas grave, vous allez aller à Sainte-Justine avoir des soins. Mais oui, mais j'habite en Gaspésie. Puis il va falloir, je ne réalise pas, il va falloir que j'y aille à chaque 2 semaines. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va laisser son travail pour faire ça. Donc, ces éléments-là sont très... Et la plupart des parents ont dit, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui disait dès le départ, ça ne va pas, ben, demande-la. Et quand ils commençaient à parler autour d'eux, ben, ils se faisaient, ben non, donne-toi du temps. Il vient d'arriver. Donne-toi du temps. Il vient d'arriver. Et ce qui se faisait dire le plus souvent, qui était, je dirais, l'élément qui fait qu'il se referme, c'était, ben là, tu l'as voulu, tu as tellement fait pour l'avoir, cet enfant-là. Non. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à chercher de l'information, mais la demande d'aide, et ça fait écho au projet de Geneviève et de Marie-André, la demande d'aide, elle va être formulée beaucoup plus tard, s'il y a de quoi, beaucoup trop tard. Et ça, c'est un élément. La santé, c'est l'éléphant dans la pièce. Quand on parle, personne ne parle de santé. Puis là, quand je disais, mais comment ça se passe dans le quotidien? Ah oui, toi, tu es infirmière, je peux te dire les affaires dégueulasses, ça ne te dérangera pas. Non, pas du tout. Je suis capable d'en prendre. Et là, c'est là que tout sort. Parce que c'est difficile. C'est difficile de soigner un enfant. Réalimenter un enfant qui a été en malnutrition, c'est un enjeu. C'est un enjeu, oui, nutritionnel, mais ça prend de l'ergo. Dire qu'on va avoir un enfant qui a une fissure labiopalatine, souvent c'est présenté comme une petite chirurgie, c'est pas une petite chirurgie là, puis il revient à la maison. Mais dépendamment s'il y a une fissure labiale, palatine, ça va avoir un impact neurologique. Mais on parle aussi d'enjeux pour la réalimentation. L'ergo va venir nous aider, mais on va avoir aussi besoin de prévoir l'orthophonie. Et qui dit problème orthophonique, hein, nos enfants qui ont des troubles de langage, on oublie tout le temps ça, le lien. Le langage, c'est la base de mon langage écrit. Souvent, ceux qui ont des difficultés langagères en bas âge, c'est la même gang qui a des difficultés au niveau apprentissage. On oublie ces choses-là, c'est rond, ça se tient. Et c'est ça qui est un des enjeux. Donc, le cumul des défis, quand je me retrouve à avoir des crises et des crises, parce que crise pour donner le médicament. Parce qu'en pédiatrie, en passant, tous les médicaments, ils ne sont pas vrais. Ce n'est pas vrai que ça goûte la gomme ballon. On n'adapte pas nécessairement des médicaments. On prend les médicaments d'adultes, puis on les passe, puis ça goûte le diable. Donc, crise pour donner le médicament, crise pour soigner, crise pour alimenter, crise pour laver, crise pour coucher. La vie n'est qu'une crise. Et souvent, ils disaient, j'ai comme une vague, une autre vague. Ça ne finit plus les vagues. Je me couche, je suis épuisée, je me relève le lendemain et il va y avoir d'autres choses. Ça va être quoi? Donc, ils marchent sur des œufs en se disant, j'attends la prochaine crise. Et c'est ce qui fait que souvent, mais c'est plus le fun les invités. Ils ne voient plus leurs amis, ils n'invitent plus la famille ils ne les invitent plus parce que... Okay. Donc, le quotidien, c'est l'eau, pesant. La scolarisation arrive très vite parce qu'ils arrivent. La moyenne d'âge, c'est 4 ans. Donc, c'est pas long qu'on se tourne de bord, on est rendu à l'école. Et l'école, c'est le partenaire qui va faire que ça part d'un côté ou de l'autre. Une école bienveillante qui est sensible au trauma, sensible au vécu de l'adoption, génial. Une école qui est plus dans une optique de mauvais parents, je vais signaler la DPJ et voilà l'erreur. Ben, l'erreur, je vous dirais, c'est là qu'il y a de dispositifs, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est dans un paradigme différent. On a des parents qui sont en quête d'aide et on a un paradigme où on est en protection de l'enfance. Donc, souvent, c'est un dialogue de sourds qui s'installe. Ni un ni l'autre n'est fautif, c'est juste que c'est peut-être pas le bon dispositif. Alors que les parents, quand ils voient apparaître la DPJ, ils se disent « Bon, enfin, je vais avoir des services puis de l'aide. » Et ce n'est pas nécessairement ça qui aurait été souhaité ou souhaitable. Donc,
Des gens très isolés, on l'a vu avec nos écomaps, très, très isolés, les ressources communautaires, ils se disent que ça ne s'applique pas à eux, ça doit être pour les gens, les familles qui ont de la misère. Nous, on n'a pas de misère, on est capable de s'aider. C'est très difficile. Donc, je vais terminer sur une chose. Qu'est-ce qu'on retient des cas de rupture en adoption internationale? Alors, retenez ces deux mots-là, l'exceptionnel et l'ordinaire. Il y a une couple d'années, on avait une émission, je ne me souviens plus à quel poste, c'était sur les accidents d'avion. Puis là, il y avait toute l'explication qui décortiquait le rapport d'accident d'avion, puis qui expliquait, dans le fond, qu'un accident d'avion, ce n'est pas dû à une cause. Ce n'est pas juste la météo, le moteur, le ci, le ça. C'est la multitude des causes qui, lorsqu'ils sont conjugués ensemble, tu vas avoir ton crash d'avion. Ça se peut que tu aies des problèmes de moteur, ça se peut qu'il y ait d'autres choses, mais si tu ne les as pas toutes en même temps, ça se peut que ça s'en aille clopin, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, l'accident d'avion, effectivement, ça frappe, c'est exceptionnel. Mais c'est une multitude de petites causes. Et l'ordinaire, c'est le quotidien. Le quotidien où on a des crises, le quotidien où on doit s'organiser, on doit fonctionner avec peu de services, évidemment, c'est notre enfant et c'est l'épuisement. Et tout à l'heure, je pense, c'est toi, Vanessa, qui nous parlait de la santé mentale des parents. La santé mentale des parents, ils s'épuisent à soigner. On a la fratrie qui est en souffrance, en très, très grande souffrance souvent. C'est la banalité du quotidien dans ces difficultés qui nous heurtent et qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à trouver des solutions. Pour ça, on continue à travailler là-dessus en ce moment. On poursuit. Mes 3 mots à retenir, la sensibilisation, l'outil, être sensibilisé, outillé et accompagné pour essayer de faire ça. Voilà, je suis désolée d'avoir dépassé mon temps.